Une femme de 39 ans, reconnue coupable d'avoir tiré et tué son mari, a été condamnée à 28 ans de prison. Voici leurs histoires. Julen Simco a été reconnue coupable du meurtre de son mari 10 ans après sa mort. Lors de son procès, elle était vêtue d'un uniforme de prison vert et a pleuré lorsque le juge de la Cour des plaidoyers communs du comté de Lorraine a rendu sa condamnation. Elle a été emmenée à la prison du comté juste après que le juge l'ait reconnue coupable de meurtre aggravé, d'agression criminelle et de falsification de preuves lors de la mort le 18 novembre 2009 de Jeremy Simco, 36 ans, qui était alors son mari. Avant de lire son verdict, le juge a examiné la théorie de la défense selon laquelle un intrus armé aurait tiré sur Jeremy Simco, mais au vu des différents éléments, il a exclu cette hypothèse. La mère de Julen, Judy, a déclaré que sa fille était née belle, gentille et douce. C'était une enfant aimante, gentille, douce, sensible et un peu timide, a-t-elle déclaré. Avant la mort de Jérémy, Julen n'avait jamais eu de contact avec la police, a déclaré sa mère. Elle a décrit sa fille comme une fille intègre et a souligné le fait que sa vie n'était pas criminelle. Jeremy Simco avait un caractère sinistre et la mère de Julen a affirmé qu'il s'en est pris à plus d'une personne. Il avait aussi un tempérament difficile. Elle croit que la présence de sa fille dans sa vie était plutôt une bénédiction car elle le tirait vers le haut pour qu'il devienne une personne meilleure. Elle n'avait absolument aucune raison de vouloir sa mort, a-t-elle ajouté. Je crois en l'innocence de ma fille. Judy, 58 ans, a supplié le juge d'imposer à sa fille la peine minimum afin qu'elle puisse revoir sa fille libre un jour. Mais le père de Jeremy Simco, Robert, a quant à lui demandé la peine maximale d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a dit que la femme de son fils aurait pu faire d'autres choix. Il a déclaré qu'elle a choisi de lui tirer une balle dans la nuque et de falsifier la scène de crime pour donner l'impression que quelqu'un d'autre l'a fait. Robert Simco a ajouté « J'espère qu'elle est malheureuse en prison tous les jours et toutes les nuits. Cela a pris beaucoup de temps. Nous avons enfin finalement obtenu justice pour Jérémy. » Robert a déclaré aux journalistes qu'il pensait que si Simco était malheureuse dans son mariage, elle aurait pu simplement le quitter plutôt que de commettre un meurtre. Julen, quant à elle, a refusé de faire une déclaration lors de l'audience. Son avocat, Jack Bradley, a déclaré qu'elle avait soutenu qu'elle n'avait pas fait cela à son mari. Il a également évoqué plusieurs actes sexuels déviants et comment elle a été abusée sexuellement dans son enfance. Il a déclaré que la police avait trouvé des photos illustrant ces actes à leur domicile lors de l'enquête. Elle avait l'air physiquement en détresse, pleurait et avait l'air triste sur ces photos, a-t-il dit. La raison pour laquelle il a évoqué les actes sexuels et les photos est que le juge a indiqué que le procureur n'avait prouvé aucun motif. C'était aussi un effort pour éviter le maximum pour sa cliente. Je suggérais au juge que cet abus sexuel qu'elle avait subi au fil des ans aurait pu être un motif, même si nous maintenions toujours le fait qu'elle n'a pas tué son mari, a-t-il déclaré. Elle n'a eu aucun antécédent judiciaire, aucune arrestation, aucune inquisition criminelle, aucune implication dans les forces de l'ordre. Après la condamnation, Robert Simco, le père de la victime, a déclaré que Bradley avait tenté de transformer une affaire de meurtre en une affaire d'agression sexuelle. Il ajoute « Et je pense qu'il a dépassé les limites lorsqu'il a proposé certaines de ces choses, ce qui ne signifiait rien. Il aurait dû en parler pendant le procès, a-t-il déclaré. Pourquoi en a-t-il parlé maintenant? Je ne sais pas. » Julen Simco a appelé le 911 vers 6h du matin ce jour-là et a signalé à l'opérateur de police qu'elle avait retrouvé son mari mort dans une chambre au 2e étage de leur maison de North Ridge Road. La porte arrière avait été déverrouillée lorsque les autorités sont arrivées à la maison. Elle a dit qu'elle dormait au 3e étage lorsqu'elle a entendu un bruit et qu'elle est descendue pour voir ce qu'il s'est passé. Elle a retrouvé son mari mort. Les procureurs ont déclaré qu'elle avait tiré sur son mari avec un 357 Magnum Smith & Wesson à proximité de l'arrière de sa tête. Les enquêteurs ont récupéré la balle par la fenêtre et ont trouvé l'arme sur le sol près de la porte arrière, a déclaré les procureurs. La police a trouvé un document de 14 pages qui semblait être un contrat maître-esclave entre Julen Simco et son mari Jérémy. De l'extérieur, Julen et Jeremy Simco ont eu le mariage parfait, vivant une vie dans une ferme idyllique dans l'Ohio. Le couple semblait avoir tout pour plaire jusqu'au 18 novembre 2009 lorsque Julen a appelé le 911 affolée que son mari ait reçu une balle dans la nuque et que l'agresseur soit toujours dans la maison. Mais lorsque les autorités sont arrivées, ils ont retrouvé les portes d'entrée verrouillées et personne d'autre que Julen. Il y a 2 personnes dans la maison, une personne est morte.
Cette dame est hystérique. Vous avez beaucoup de choses qui vous traversent l'esprit, a déclaré le chef de la police. Elle était couverte de sang, elle était hystérique, alors j'ai pensé que la meilleure chose à faire à l'époque était de l'emmener à l'hôpital, a-t-il ajouté. Alors que s'est-il passé réellement ? Julene était une fille typique du Midwest, elle était considérée comme agréable par des amis et faisait même partie de la Honor Society, mais derrière l'apparence d'une fille tranquille, elle détenait un sombre secret. Enfant, Julene a été victime d'une agression sexuelle qui lui a été perpétrée par son père qui a passé du temps en prison pour cet incident, a déclaré le sergent détective de la police, Stephen Davy. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Julene a rencontré l'homme qui allait devenir son mari, Jeremy Simcoe, connu pour avoir un sacré tempérament. C'était une personne agressive, dominante, si vous le croisiez, il y aurait une bagarre, a-t-il partagé. Des amis se sont souvenus que le couple était tombé amoureux l'un de l'autre instantanément. Un ami du couple déclara « Elle a dit à quel point elle aimait Jérémy, je veux dire, il n'y avait pas une histoire sans Jérémy, ils semblaient être comme les meilleurs amis. Ils ont travaillé et joué ensemble, c'était un couple normal et heureux, toujours ensemble, ça a marché pour eux. » Comment cet amour parfait a pu se terminer si violemment ? Tout ce qu'ils savaient, c'est que Jeremy Simcoe, 36 ans, était mort et Julene était hystérique. Alors qu'ils enquêtaient plus profondément, ils ont trouvé plusieurs éléments troublants. Le couple était très conscient au niveau de la sécurité. En effet, il y avait plusieurs alarmes installées dans toute la maison. Il y avait des alarmes aux portes, également à l'extérieur du garage, et il y avait des alarmes aux fenêtres aussi. Les autorités ont également trouvé un grand coffre-fort pour armes à feu sous les escaliers et un revolver 357 Magnum dans la cuisine. Les détectives de la police, Davy, déclara « Il semble qu'il y ait une blessure par balle, il n'est donc pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que cela pourrait très bien être l'arme qui a été utilisée pour lui tirer dessus. » À l'étage, ils ont trouvé des impacts de balles et un autre pistolet, un 9 mm Smith & Wesson, dans leur chambre. Elle a également eu une explication pour ces deux douilles du semi-automatique trouvées par la police sur les lieux. Elle a dit qu'elle avait tiré les coups de feu pour effrayer l'intrus qui, selon elle, pouvait encore être dans la maison après avoir trouvé son mari assassiné. Il tombe également sur des jouets sexuels qui semblaient avoir été utilisés. Les procureurs ont affirmé que les tensions s'étaient accumulées dans la maison du couple dans les jours qui ont précédé le meurtre de Jérémy, car la banque avait récemment refusé au couple un prêt pour acheter une propriété derrière leur maison. L'accusation a déclaré que le refus du prêt avait déclenché Julene qui, aux petites heures du matin du 18 novembre, s'était glissée dans la chambre et avait tiré le coup fatal. À son arrivée à l'hôpital, Julene a déclaré aux autorités qu'elle s'était réveillée et a trouvé son mari en train de se vider de son sang. Elle a affirmé avoir entendu quelqu'un dans la maison. Lorsqu'on lui a demandé le motif plausible, elle a affirmé que la grange de leur propriété avait déjà été cambriolée. Julene a été libérée, mais le lendemain matin, elle a appelé la police pour signaler qu'elle avait de nouveau été volée. À leur arrivée, les autorités découvrent le coffre-fort trafiqué. Julie a affirmé qu'il manquait 2000 $ et que le système de surveillance a été pris. Là encore, la police n'a trouvé aucune piste. Mais le 25 novembre, Julene a organisé une réunion informelle et a invité Corey, le policier chargé de l'affaire. Elle lui a dit qu'elle voulait lui confier quelque chose. « J'aimerais vous dire ce qu'il s'est réellement passé, mais je ne peux pas », aurait-elle dit. Lorsque les enquêteurs ont tenté d'interroger Julene, son avocat a mis un terme à l'interrogatoire. Il semblait étrange que la femme d'une victime de meurtre ait besoin d'être représentée. Ainsi, les autorités ont creusé plus profondément dans les dossiers financiers du couple et ont découvert qu'il y avait des problèmes financiers. Le rapport du coroner a ajouté que Jérémy a été tué à bout portant. Le policier ajoute « Celui qui lui a tiré dessus devait se trouver à quelques centimètres de lui comme allongé dans le lit ». Une fois que les enquêteurs ont retrouvé les empreintes digitales et l'analyse ADN, ils sont devenus encore plus méfiants à l'égard de Julene. La police a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de la présence d'un intrus là-dedans. Il n'y avait pas d'ADN d'une tierce personne et il n'y avait pas d'empreinte. Les années passent sans interruption dans l'affaire et les amis de Jérémy commencent à parler. Il semblait que Julene était rapide à passer à autre chose après le meurtre. Elle ne s'inquiétait pas de la découverte du meurtrier de son mari, elle n'a jamais exprimé de colère que quelqu'un ait assassiné son mari, a raconté Davy à propos de l'observation d'un autre proche du couple. Les enquêteurs se sont replongés dans la preuve de l'affaire et ont parcouru les photos et vidéos personnelles de la famille Simcoe qui ont révélé un côté choquant et plus sombre du mariage.
Nous avons commencé à découvrir des albums de photos qui représentaient Julen Simcoe sous des formes de servitude, a déclaré Davy. Certaines des séquences ne semblaient pas consensuelles. Madame Simcoe semble pleurer sur certaines photos, elle semble souffrir. Il est difficile de décider si elle appréciait vraiment la situation, a-t-il déclaré. Encore plus déconcertant était un document de 14 pages qui semblait être un contrat entre Julen et Jérémy. En effet, c'était un arrangement maître et esclave. Le contrat de mariage était en fait un accord maître-esclave et dans celui-ci, il décrivait que M. Simcoe serait son père et Mme Simcoe serait sa fille, a déclaré le policier. Et ils étaient très spécifiques dans leur rituel et comment chacun devait se comporter, sachant qu'elle avait été victime quand elle était enfant. Nous craignons qu'elle soit peut-être forcée de faire les choses qu'elle ne voulait pas faire. La police s'est demandé si Julen n'avait pas encore été victime. Le 14 novembre 2013, Julen a finalement révélé la vérité. « J'étais une participante volontaire à tout ce qu'il se passait dans la chambre », a-t-elle déclaré lors de l'interrogatoire de la police. Elle a nié avoir été abusée sexuellement par son mari et a déclaré que ce n'était qu'un jeu de rôle. 4 jours plus tard, les autorités ont parlé à une infirmière des premiers intervenants qui avait interrogé Julen la nuit du meurtre. Elle s'est souvenue d'un élément par rapport à l'affaire. « J'ai cru entendre la femme dire « Je viens de lui tirer sur mon mari ». Le policier a dit « L'infirmière a été un peu surprise et a dit « Qu'avez-vous dit ?» parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, et Madame Simcoe a alors dit « Oh, quelqu'un a tiré sur mon mari ». Le 19 décembre 2014, Julen a été mise en examen pour meurtre aggravé, agression criminelle et falsification de preuves. L'accusation a fait valoir que la relation maître-esclave stressante associée à la maltraitance de l'enfance de Julen l'avait fait craquer. L'argument de la défense était une mauvaise enquête des services de police. À cause de cela, le tribunal ne peut pas conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle a commis le meurtre, se souvient le juge. Le 20 octobre 2017, il a déclaré Julen Simcoe coupable. Elle a été condamnée à 28 ans derrière les barreaux. Son cas est actuellement en appel et elle sera éligible à la libération conditionnelle en 2045.